Bonjour à tous. On est heureux de vous retrouver pour un nouvel entretien pour notre chaîne des cafés marxistes. Donc aujourd'hui, nous sommes très heureux de retrouver Maurice Lemoine. Donc Maurice, tu es journaliste et écrivain. Tu as été rédacteur en chef au Monde diplomatique et tu es un très grand spécialiste de l'Amérique latine et notamment du Venezuela ici en France. Donc tu as publié notamment en 2019 Venezuela, chronique d'une déstabilisation au temps des cerises. Et si on remonte un petit peu, tu as publié en 2015 un livre sur les coups d'État en Amérique latine qui s'intitule « Les enfants cachés du général Pinochet, récits de coups d'État et autres tentatives de déstabilisation » aux éditions Don Quichotte. Donc dans ce livre, tu reviens sur quasiment un siècle de tentatives des États-Unis pour contrôler ce qu'ils considèrent comme leur arrière-cour. Alors j'ai appris en préparant notre entretien qu'avant de devenir journaliste, tu as exercé tous les métiers ou presque. Notamment typographe, démarcheur d'assurance, distributeur de prospectus, représentant de commerce, homme de ménage, employé de bureau, veilleur de nuit, chauffeur de camion, etc. Même homme de piste à Orly. Donc en introduction, je voulais te demander, après cette première partie de carrière, on va dire, si tu pouvais nous dire comment tu es devenu journaliste et pourquoi tu as commencé à te passionner pour l'Amérique latine. C'est une longue histoire, donc je vais pas tout vous raconter, mais en fait, bon, effectivement, je suis pas journaliste, je suis un produit de l'échec scolaire. j'ai pas fait d'études, en fait, j'ai un certificat d'études et un CAP. Simplement, j'ai eu la chance, dans un milieu modeste, d'avoir une mère qui a vu toujours des bouquins à la maison, des bouquins. Donc j'ai beaucoup lu quand j'étais gamin, je me suis passionné, j'ai rêvé de devenir Tintin reporter, comme beaucoup. Et puis après, effectivement, avoir galéré pas mal dans la vie avec ce qu'on appelait à l'époque des petits boulots, enfin des boulots quoi. J'ai un jour franchi le pas, je suis parti, alors non pas en Amérique latine, mais en Laponie finlandaise, faire ce qu'on appelle maintenant un trekking, qu'à l'époque on appelait une grande randonnée en Laponie. Et puis je suis revenu, j'ai écrit un article, et puis j'ai été le présenter à une revue qui s'appelait Sciences et Voyages. Et je suis tombé sur un rédacteur en chef qui l'a publié, ce qui pour moi était un miracle, et puis qui m'a dit c'est vachement bien, faut continuer. Okay. Et il m'a foutu dans la merde pour 15 ans, parce que ça a été la galère évidemment pour arriver dans une profession où j'avais absolument aucun contact, où j'avais rien à faire en réalité. Donc voilà. Et puis après il y a eu la rencontre avec le monde diplomatique, il y a eu j'ai d'abord été pigiste au monde diplomatique pendant de longues années, et puis j'ai intégré la rédaction, et puis j'ai fini rédacteur en chef. Et puis voilà, et puis je suis devenu journaliste. Je suis un transfuge de classe. D'accord. Et donc pourquoi l'Amérique latine l'Amérique latine, c'est un hasard. C'est précisément ce rédacteur en chef qui m'a mis le pied à l'étrier sans le vouloir, le malheureux, qui m'a proposé de m'envoyer au Mexique, ce qui m'a rendu fou de joie, évidemment. Qui m'a pas envoyé au Mexique parce que au moment où j'allais partir, le journal a fait faillite. Mais du coup, ça m'avait tellement mis la rage que pendant 3 mois, j'ai lu tout ce que je trouvais sur l'Amérique centrale, et puis je suis parti en Amérique centrale. Et puis je suis tombé amoureux de l'Amérique latine, tout bêtement. J'ai découvert, et y compris ça, en matière de formation politique, ça a été extrêmement important pour moi, parce que j'étais pas spécialement de gauche. J'étais même plutôt un peu réac quand j'étais jeune. Et puis j'ai découvert les inégalités sociales, j'ai découvert la misère, j'ai découvert des gens qui luttent. Et j'ai attrapé le virus, et il m'a jamais quitté depuis. Ça fait cette année 50 ans que je me trimballe mes baskets en Amérique latine. Donc t'es tombé dans la marmite de l'Amérique latine, ouais. Et depuis tu es devenu un grand spécialiste en France. Donc on voulait aujourd'hui parler un peu de l'actualité, donc des luttes politiques en Amérique latine. Alors dans une première partie, je souhaitais revenir sur plusieurs pays comme le Brésil, la Colombie, le Chili ou le Honduras. Où récemment la gauche a dû s'allier avec le centre la plupart du temps pour battre l'extrême droite. Donc est-ce que tu peux un peu nous expliquer ce qui s'est passé dans ces pays récemment? Alors comme je suis très indiscipliné, je vais commencer par détourner la question et puis j'y reviendrai après. Non, je voudrais démarrer notre petite conversation sous le signe de la loi de Brandolini. Donc je ne sais pas si tu connais la loi de Brandolini. Non. Voilà. La loi de Brandolini, en anglais, c'est the bullshit asymmetry principle. Et là, je lis ma petite note, ça va aller plus vite. Ça dit, la quantité d'énergie nécessaire pour réfuter les conneries
est largement supérieure à celle nécessaire pour les produire. Et donc, en 2 mots, c'est le traitement de l'Amérique latine par les médias. Et je vais partir d'un exemple qui est, voilà, c'est un article de... On le mettra à l'écran. Un article de l'Obs, qui a été publié il y a quelques années, en 2019, mais ça n'a pas changé, où je dis, au Venezuela, soit tu tues, soit tu es tué, confession d'un milicien de Maduro. Hein, c'est l'Obs. Alors l'Obs, c'est un journal, un hebdomadaire qu'on considère comme de gauche, de centre-gauche, on va dire, en étant gentil. Hein. Et lorsque je lis ce qu'on appelle le chapeau de cet article, c'est le chapeau, c'est la partie en gras qui permet aux lecteurs paresseux de voir le résumé. Pas lire l'article, mais voir le résumé. Je vais lire, hein, c'est juste exceptionnellement que je prends ma fiche. Accrochez-vous parce que c'est du lourd. Hein. Pour rencontrer Alfredo, il a fallu beaucoup négocier et, il faut bien l'avouer, un peu payer aussi. $75. Une première dans une longue carrière de journaliste. Sans ce dédommagement, jamais ce quadragénaire n'aurait accepté de descendre de son barrio, de Cotiza, ce quartier populaire de Caracas où il vit et sévit. $75. Une petite fortune quand on sait que le salaire mensuel moyen au Venezuela est de l'ordre de $15. L'homme a besoin d'argent et sait que les témoignages comme le sien sont rarissimes. Pour l'approcher, il a fallu passer par un intermédiaire, un fonctionnaire de Cotiza le connaissant de longue date et en qui nous avions toute confiance. Alfredo est membre des Colectivos, ces forces paramilitaires qui sèment depuis des années la terreur dans le pays. Issus des mouvements de guérilla dans les années 70 et 80, ces groupements de civils surarmés ont été réactivés par Hugo Chavez qui les a promus gardiens de la révolution bolivarienne. Ils étaient censés à l'origine faire respecter l'ordre, traquer les opposants et superviser les œuvres socialistes. Ce sont aujourd'hui des bandes mafieuses, sans foi ni loi, qui volent, pillent, raquettent et tuent à l'occasion en toute impunité. Bon, tu l'as compris, on a tous compris, ça craint quand même vraiment au Venezuela, puisqu'on a affaire à des bandes qui tuent. Alors il se trouve que, peut-être que c'est par hasard, j'ai moi ici écrit un article sur les Colectivos pour le site Mémoire des luttes sur lequel je travaille régulièrement, qui s'appelle Les Colectivos vénézuéliens du fantasme à la réalité. Et alors, évidemment, c'est assez passionnant parce que la question qu'on me poserait s'il y avait une salle devant moi, c'est mais comment t'as fait dans un tel contexte, avec des gens qui se cachent, qui veulent pas parler, qu'il faut payer et tout. Ben non, moi je connais le Venezuela depuis maintenant un certain temps. Je suis allé pour la première fois en 1973. Je suis arrivé à Caracas, j'ai appelé un copain qui vit dans les quartiers populaires, qui a monté une école de cinéma populaire qui s'appelle Thierry Doron. Lui, Thierry, je veux faire un reportage sur les Colectivos. Est-ce que tu as des contacts? Il m'a dit oui, pas de problème, rappelle-moi demain matin. Puis le lendemain matin, il m'a rappelé, il m'a dit écoute, voilà, appel de ma part, machin. J'ai pris le téléphone, j'ai appelé machin, qui m'ont dit oui, pas de problème, vous venez quand vous voulez. On a pris rendez-vous, j'ai pris un mototaxi, mes appareils, mes Nikon, mon magnétophone, je suis monté dans les quartiers populaires, et puis j'ai rencontré les gens, et puis j'ai discuté, et puis j'ai fait mon reportage, dans des conditions tout à fait normales, et je suis tombé sur des groupes de militants, un peu comme, sans doute, comme ceux qui nous regardent ou m'écoutent là en ce moment, qui n'a évidemment strictement rien à voir avec sa description apocalyptique que nous a présenté l'Obs. Et évidemment, ça c'était en 2014. Ça c'est 2019, hein. D'accord. Donc c'est pas ça a quelques années. Ton années. article c'était avant, je crois. Mon article, oui, c'est à peu près avant. Simplement, ce que ça montre, ce que ça marque, c'est que ce reportage est une escroquerie. Mais le problème, c'est que ça fait 20 ans que ça dure. Ça fait 20 ans que ce qu'on appelle le grand public, mais y compris des militants politiques, sont abreuvés de ce type d'article qui fait qu'on ne comprend strictement rien à ce qui se passe en Amérique latine et que, compris, on diabolise des gouvernements comme celui du Venezuela, comme celui du Nicaragua, comme celui de Cuba, comme celui de la Bolivie de temps en temps. Et alors, si j'évoque cette affaire sur le Venezuela, c'est parce que il vient d'avoir un événement assez considérable. On est mercredi, on est le 31, si je me trompe pas. C'est ça. Et il se trouve qu'hier et avant-hier, le président du Venezuela, Nicolás Maduro, ce pays paria, ce pays qui a été cloué au pilori, a été reçu pour la première fois depuis 8 ans en visite d'État au Brésil par le président Lula,
ils sont en train de reprendre les relations diplomatiques, et qu'on a eu une grande réunion de 11 présidents d'Amérique du Sud pour essayer de remettre en route une institution qui avait été créée au moment de cette explosion de la gauche en Amérique latine au début des années 2000, avec Chavez, avec Kirchner, avec Rafael Correa en Équateur, avec Evo Morales en Bolivie, avec Lula déjà, qui est l'Union des Nations Sud-Américaines. Okay. Et là on retourne effectivement sur la question, c'est qu'effectivement en ce moment on a un retour des gauches en Amérique latine. Et que le Venezuela que le Venezuela sort de l'espèce de ghetto dans lequel on l'avait plongé. Alors, il y a un retour des gauches. En même temps, la question qui se pose, c'est est-ce que le verre est à moitié vide ou est-ce qu'il est à moitié plein? C'est-à-dire qu'on n'a pas, comme au début des années 2000, forcément une poussée absolument prodigieuse, mais on a surtout une résistance face à l'extrême droite. C'est-à-dire que si on observe un petit peu les gouvernements qui récemment sont arrivés au pouvoir, pour la gauche, ou le centre-gauche d'ailleurs, il faut être nuancé, beaucoup sont arrivés dans des conditions très particulières. Par exemple, si on prend le cas du Chili, Gabriel Boric, on se souvient qu'en 2019, il y a eu une explosion sociale, une explosion populaire, extrêmement réprimée d'une manière extrêmement violente, avec 150 ou 200, j'ai plus le chiffre en tête, des borgnés. Suite à une hausse du ticket de transport. Voilà, un ticket de transport. Et donc, tout un chacun s'imaginait que l'élection présidentielle allait être gagnée assez facilement par la gauche. Alors il se trouve que le premier tour de l'élection présidentielle, qu'est-ce qui arrive en tête? C'est l'extrême droite. Un peu nos castes. Et ce n'est que au deuxième tour, grâce à la sonnette d'alarme, grâce à la panique, et grâce y compris à l'alliance de secteurs du centre et de centre-gauche avec Gabriel Boric, que l'extrême droite va être battue. Mais au Parlement, Gabriel Boric n'est pas majoritaire. Et donc il va être obligé au fil du temps de passer des alliances avec le centre, de passer des alliances avec la droite, quasiment. Et donc on ne peut pas attendre dans ces conditions-là qu'on ait une politique, alors je parle même pas de révolutionnaire, mais de changements radicaux. Si je vais jusqu'au bout de ma pensée, il se trouve en plus que Gabriel Boric n'est pas un président particulièrement progressiste, même s'il a à son actif deux mesures qui sont positives. Ils viennent de faire passer la semaine de travail à 40 heures, alors qu'elle était de 45 heures, et puis là ils font passer une loi, je suis en train de chercher laquelle, qui est plutôt positive, mais il y a quand même une grosse déception au sein de la gauche chilienne, où beaucoup rêvaient de Salvador Allende, et où en réalité ils ont élu Dani Cohn-Bendit. C'est-à-dire que Boric, il s'est fait connaître en tant que dirigeant étudiant en 2011, il y a eu une révolte étudiante. À part être étudiant, du fait de la popularité qu'il a acquise à ce moment-là, il est devenu député, puis il est devenu président, mais la vie active, il connaît pas. Il n'a pas d'expérience concrète. Il arrive manifestement, il est plus en phase avec la social-démocratie européenne qu'avec la gauche latino-américaine, puisque le gros de son action, c'est de dénoncer le Venezuela, le Nicaragua, Cuba sur le thème des droits de l'homme, les grands thèmes. Et donc, il y a en ce moment une grosse déception au Chili, d'autant que le grand projet à la fin de cette révolte populaire, c'était de modifier la constitution qui est héritée d'Augusto Pinochet. Et que le projet a complètement foiré, si je peux m'exprimer ainsi. On peut peut-être détailler maintenant ou y revenir plus tard, mais ça se solde par un échec absolument calamiteux. Or, la première chose qu'on constate, c'est que ces présidents qu'il passe son temps à critiquer, de la gauche classique, Nicolas Maduro au Venezuela par exemple, eux ils ont réussi à modifier la Constitution. C'est-à-dire que lorsque Chavez arrive au pouvoir en 98, il lance une assemblée nationale constituante qui modifie la Constitution. Lorsque Rafael Correa arrive au pouvoir en Équateur, constituante, nouvelle Constitution. Evo Morales en Bolivie, constituante, nouvelle Constitution. Ils réussissent tous. Et Boris se plante. Alors la question, là je rentre pas dans le détail, sauf si tu me le demandes. Déjà la grande différence, c'est qu'à l'époque, que ce soit Chavez, que ce soit Correa, que ce soit Bolivie, ils sont montés au combat. Ils sont montés au front, ils ont défendu la nouvelle constitution, ils se sont battus, ils ont mené une bataille. Boric, il a fait ça en disant, moi je suis neutre, je suis le président, je vous laisse faire.
Donc il n'a pas mené bataille, et le résultat des courses, c'est que... Donc la constitution qui devait remplacer celle de Pinochet, pour le moment, en septembre 2022, ils ont voté contre, je crois, à 60 et quelques ils ont voté pourcents. contre, hein. Il y a eu un double phénomène. Il y a eu l'élaboration d'une première constitution qui a été rejetée par 60% des Chiliens. Alors là, on rentre dans d'autres phénomènes, on peut peut-être s'y arrêter, parce que c'est intéressant, y compris pour les militants de gauche qui nous écoutent ou qui nous regardent. Il y a un tel discrédit des partis politiques au Chili que cette première assemblée constituante a vu dans sa composition beaucoup d'indépendants, et y compris beaucoup d'indépendants de gauche radicale. Sauf que chacun a voulu mettre celui qui tenait à cœur. Hein. Donc ils ont fait une constitution absolument démesurée, 178 pages, plus de 380 articles. D'accord. Quel Chilien des secteurs populaires, mais ça serait pareil en France, va se mettre à lire une constitution de 380 pages? Pas possible. Par ailleurs, l'un des écueils, mais qu'on trouve aussi dans les gauches européennes en ce moment, c'est on est beaucoup plus passionné par les problèmes de genre que par les problèmes sociaux. Or, là encore, pour les bases populaires, autant évidemment tout le monde est sensible au fait qu'il est hors de question de réprimer ou de ne pas défendre les droits des minorités LGBT, etc. Mais en faire l'alpha et l'oméga, ça n'intéresse pas le peuple. Hein. Bon. Il y a eu un troisième écueil qu'on retrouve peut-être d'ailleurs en Espagne là, dans ce qui s'est passé ce week-end, alors qu'on peut contester, qui peut troubler, c'est que cette nouvelle constitution faisait du Chili un État plurinational, puisqu'il y a une minorité mapuche et de 13% des voix, et accordait des droits importants aux Mapuches. Et là, il y a eu une crainte, alors légitime ou pas légitime, parce qu'elle a été aussi exacerbée par les médias, d'une dislocation de l'État chilien. Et les gens sont attachés à leur État, à leur pays. Hein. Il y avait par exemple un des points qui a le plus choqué l'opinion publique chilienne, c'est une justice indigène, c'est-à-dire sortant du cadre commun. Donc il y a un ensemble de phénomènes qui fait que cette constitution, elle n'a pas du tout correspondu à ce qu'en attendaient les Chiliens et que c'est parti. Plus une campagne de la droite et plus une campagne évidemment de la droite qui elle a mis le paquet pour rejeter tout ça. Et donc là, on en est à une deuxième étape où on a relancé un projet de constitution, mais dans des conditions abracadabrantesques, puisque en fait ce sont des groupes d'experts qui vont rédiger ça, et que en fait la participation populaire est devenue de la portion congrue, de sorte que lors de l'élection des 50 membres de cette assemblée qui vont rédiger la constitution, c'est l'extrême droite qui l'a emporté. D'accord. Avec 2 millions de voix, ce qui est énorme au Chili, qui ont voté nul. Donc une constitution qui risque d'être peut-être pire que l'ancienne. Elle va être faite par la droite. Voilà. Donc ce qu'on peut imaginer, c'est qu'elle sera, parce qu'elle va être approuvée par référendum, c'est que ce sera une constitution qui va ressembler à celle de Pinochet, qui sera rejetée par référendum, et que donc on revient au point de départ. Donc le bilan de Boric au Chili est, il est assez moyen. Ceux qui sont gentils disent mitigé. Voilà, c'est ça. Et il est assez catastrophique en réalité. Et là, il n'a pas pu s'empêcher lors de la dernière réunion à Brasilia, le week-end dernier, de critiquer Lula, qui a eu l'impudence de dire que tout le discours qui avait été fait sur le Venezuela de Nicolás Maduro était une construction médiatique. Et donc, Lula a été critiqué à la fois par la droite, le président uruguayen Lacalle Pou, et par le président censément de gauche, Gabriel Boric. D'accord. Et donc Lula, lui, il est président depuis janvier 2023. Ouais. Donc il a été élu avec une partie des forces du centre et même une partie de la droite, il me semble, pour battre Bolsonaro. Quel est son bilan depuis qu'il a été élu? On voit qu'il essaie de se rapprocher de la Chine, il essaie de renforcer les BRICS, il revient dans les BRICS. Lula, c'est intéressant parce que quand on observe ce qui s'est passé au Brésil, ça permet aussi de comprendre cette poussée de l'extrême droite. Parce qu'on la retrouve partout. On la retrouve partout. Alors, sans refaire toute l'histoire, alors quand Lula est élu président, il est élu président avec 51% des voix. Et Bolsonaro, que tout le monde déteste chez nous, fait quand même 49% des voix. Après 4 ans d'une gestion calamiteuse, en particulier de la pandémie du Covid. Je note au passage, parce que c'est important, que la situation sociale et économique en ce moment, dans l'ensemble de l'Amérique latine, est extrêmement difficile. Parce que le Covid a frappé durement, il y a eu 1 200 000 morts
en Amérique latine, dont 660 000 simplement au Brésil. Hein, donc c'est énorme. Donc situation économique extrêmement difficile parce qu'on se remet pas comme ça d'une crise aussi sévère. Alors le cas du Brésil il est très intéressant parce que évidemment on se demande, on a eu 8 ans de présidence de Lula, hein, ils sortent 30 millions de personnes de la pauvreté. Et on peut se demander comment quelques années plus tard on se retrouve avec 49% de Brésiliens qui votent pour l'extrême droite. Et là, on retrouve un ensemble de mécanismes qu'on a dans toute l'Amérique latine. Il faut se souvenir que Lula, quand il est élu, il dit « ils ont voulu m'enterrer et me voilà hein ». Alors, le Brésil, c'est un pays, mais qui ressemble à beaucoup de pays d'Amérique latine, je pense en particulier à la Colombie, qui est assez ingouvernable. C'est-à-dire qu'on se souvient des 2 mandats de Lula, hein, 2004, 2008. Pas que je me plante, hein, parce que dans les dates, parce que j'ai pas de fiche là. Hein. C'est pas grave, on corrigera si besoin. Et à l'école, sans anti-sèche, j'étais nul. Mais bref, il a jamais eu la majorité au Congrès. On a oublié ça. De sorte que pour réussir à mettre en place les programmes sociaux, qui ont été quand même un très grand succès, il a dû passer son temps à négocier avec ce qu'on appelle le Centrão. Le Centrão, c'est un tas de petits partis sans idéologie, sans ligne bien précise, très opportunistes, qui viennent des féodalités dans les États brésiliens. Okay. Et donc à l'époque, pour réussir à se faire une majorité pour faire passer les programmes sociaux, le fin zéro, etc., le Parti des travailleurs de Lula, en fait, a payé les partis du centre. D'accord. Et ça a donné lieu à un scandale qu'on a appelé le scandale du Mensalão, quand on a découvert que le PT, il arrosait les partis du centre pour pouvoir mener sa... Bon. Donc on a parlé de corruption, on a commencé à parler de corruption. Et donc il y a déjà une partie des classes moyennes éduquées, on va dire, qui ont commencé à prendre leur distance avec le Parti des travailleurs en disant le Parti des travailleurs, il est comme les autres, il est corrompu. Bon. Ensuite, arrive Dilma Rousseff au pouvoir, et Dilma Rousseff, elle gêne beaucoup. Elle gêne beaucoup parce qu'elle n'a pas une politique spécialement progressive, enfin de gauche radicale. Du même parti que Lula, du Parti des travailleurs. Elle n'a pas une politique très radicale, mais en même temps c'est pas la droite. Mais elle dérange, comme Lula dérangeait. Mais elle dérange pour plusieurs raisons. Alors d'abord, elle dérange en interne parce que, alors que Lula avait été prudent là-dessus, on se souvient qu'il y a eu une dictature au Brésil jusqu'en 85, je crois, et donc Dilma Rousseff, qui a été victime de la dictature, qui a été arrêtée, qui a été torturée, elle lance une commission de la vérité. Donc elle se met à dos les militaires. Et puis il se trouve que pendant les 2 mandats de Lula, on a découvert au large de Rio de Janeiro, en mer, un gigantesque gisement pétrolier. Énorme, hein, ce qu'on appelle le pré-sal. Bon. Et que, évidemment, ça a intéressé les États-Unis. Et donc, pendant le mandat de Dilma Rousseff, on a le vice-président de Barack Obama qui vient voir Dilma Rousseff. Je ne sais pas si vous vous souvenez qui était le vice-président de Barack Obama, c'est un certain Joe Biden. Et il dit à Dilma Rousseff, on voudrait exploiter le gisement de pétrole que vous venez de découvrir. Et Dilma Rousseff dit non. Dilma Rousseff dit non parce que Lula a fait passer une loi précédemment disant que les bénéfices de ce gisement de pétrole seront le gisement sera exploité par Petrobras, la compagnie pétrolière nationale, et que les bénéfices seront destinés aux programmes sociaux. D'accord. Donc, non. Par ailleurs, Dilma découvre qu'elle a été espionnée par la NSA. Hein, il y a un grand scandale, donc elle est fâchée avec les États-Unis. Et puis, le Brésil a adhéré aux BRICS. Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. Donc ça déplaît à Washington. Il se trouve que la droite, après la gestion de Lula, et y compris la gestion de Dilma Rousseff, elle peut pas revenir au pouvoir avec un discours néolibéral. C'est pas possible, ça passe plus. Donc il faut organiser la crise. Donc on va utiliser un phénomène qu'on appelle le lawfare, hein, l'utilisation de la loi pour se débarrasser de personnel politique qui dérange, et on va destituer Dilma Rousseff sur un prétexte absolument bidon. Là, je rentre pas dans le détail, absolument bidon. Et Dilma Rousseff va être victime en 2016 d'un coup d'État juridico-parlementaire. Hein, en apparence, ça a l'air d'être légal, mais en réalité, c'est complètement illégal.
Je rappelle là pour mémoire, parce que tout le monde l'a oublié, ça, c'est que le vice-président des États-Unis de l'époque, Joe Biden, dit c'est une excellente nouvelle pour l'Amérique latine. Hein, le gentil Biden, qui a succédé au méchant Donald Trump, c'est de la même eau, hein, c'est la même histoire. Dilma Rousseff fait renverser, là encore en laissant entendre que c'est une corrompue. Et puis ce phénomène de lawfare, avec la participation d'un juge voyou qui s'appelle Sergio Moro, va réussir à expédier le candidat du Parti des Travailleurs pour l'élection de 2018, qui est en tête de tous les sondages, et qui s'appelle Lula, l'expédie en prison. Hein, c'est ce qu'on appelle le lavage à taux. Depuis, Lula a été lavé de toutes les accusations, mais il a passé 1 an et demi, 850 jours en prison. Bon. Ce qui permet, à l'élection de 2018, qu'il n'y a pas de candidat du Parti des Travailleurs crédible. Lula aurait été élu. Bon. Sauf que la bourgeoisie brésilienne, elle a fait une erreur d'appréciation. Elle a pensé qu'elle allait récupérer le bébé. Hein. Mais dans l'imaginaire des Brésiliens, on leur a mis dans la tête, les médias en particulier, c'est pour ça que j'ai démarré sur les médias, que le Parti des Travailleurs était un parti de corrompus, que Lula était un corrompu, Lula voleur, Dilma Rousseff corrompu. C'est une campagne médiatique. Mais ils savent pertinemment que la droite qui vient de se livrer à cette opération, elle est aussi corrompue. Et donc ils vont élire l'homme providentiel, le monsieur propre qui arrive. Et c'est Jair Bolsonaro. Qui va rétablir l'ordre. Qui va rétablir l'ordre, etc. Et la bourgeoisie se retrouve dans un dilemme, à la fois elle se fait déposséder du pouvoir qu'elle voulait reprendre par Bolsonaro, mais indépendamment du fait que c'est un néo-fasciste, c'est un néolibéral. Donc on va pactiser avec lui. Et il va approfondir ce mouvement de fond pendant les 4 ans de pouvoir, alors d'abord en s'appuyant sur sa base naturelle qui est le triple B, BBB, la Bible, les bœufs, les balles. Hein. La Bible, c'est les pentecôtistes. Les bœufs, c'est le secteur agroalimentaire, hein, les grands propriétaires terriens, et les balles, c'est l'armée. Bon. Et donc, on va rentrer dans un processus à la Trump, hein, avec libéralisation du port d'armes, avec, enfin bref. Et arrive l'élection. Et on comprend très très vite que Bolsonaro n'a pas l'intention de prendre le pouvoir. Et donc, va rester dans la mémoire collective ce Bolsonaro qui refuse de reconnaître les élections et puis qui organise la mise à sac des 3 pouvoirs à Brasilia. Et tout le monde s'étonne. Et tout le monde, et je vois nos médias pousser des cris. Comme l'a fait Trump 2 ans auparavant. Mais oui. Alors Bolsonaro le fait parce que Trump l'a fait, mais Trump le fait pourquoi? Parce qu'ils ont fait la même chose en Bolivie, avec l'appui de Trump, avec la mansuétude des médias européens, le monde, l'éditorial du Monde, lorsque Evo Morales est renversé en novembre 2019, c'est pas coup d'État en Bolivie, c'est les erreurs d'Evo Morales. Parce qu'on a fait la même chose au Venezuela. On n'a pas reconnu l'élection de Nicolas Maduro, on a même créé un président imaginaire. Donc tout le monde se croit maintenant autorisé à bafouer la démocratie. Et il se trouve que pour le coup, les droites latino-américaines préfèrent pactiser avec l'extrême droite que laisser la gauche l'emporter. De sorte que toutes les gauches qui sont actuellement au pouvoir sont dans des situations assez compliquées. Lula va bientôt avoir beaucoup de problèmes. Il va avoir des problèmes en interne, mais il a déjà des problèmes en externe. On commence à murmurer ici, dans ce qu'on va appeler le camp euro-atlantique, le discours consistant à défendre les BRICS, à dire il faut qu'on sorte du dollar. On veut pouvoir échanger en yuan avec la Chine. Et il défend aussi le plan de paix de la Chine en Ukraine. Voilà. Et donc Lula, on le sent déjà dans nos médias, commence à indisposer. Le fait qu'il rétablisse le Venezuela dans une relation tout à fait normale va indisposer encore plus. Et donc Lula va avoir des problèmes. Gustavo Petro en Colombie, il a été élu un peu dans les mêmes conditions. Je ne sais pas si je passe à la Colombie. Faut m'arrêter, hein. Il n'y a aucun souci, vas-y. Alors, la Colombie, là, j'ai préparé des petites fiches. Alors, Petro, c'est le premier président de gauche. Alors, en Colombie. J'ai préparé des petites fiches parce que j'ai pas tout dans la tête. Hein. Ça sera mieux, ça sera plus précis. Hein. Faut pas m'en vouloir, surtout sur les chiffres et les dates. Mais la Colombie, c'est évidemment un pays très particulier. Hein. Le Brésil, c'est un pays démocratique. Effectivement, tu l'as dit. C'est un peu le poste avancé des États-Unis en Amérique du Sud. La Colombie, ça a été longtemps considéré comme l'Israël de l'Amérique latine. Donc ça en dit non. C'est un pays qui est bouleversé par une tragédie depuis 1948. C'est le conflit interne le plus vieux
au monde avec le conflit israélo-palestinien. Ça démarre la même année, ça démarre en 1948 avec l'assassinat d'un homme politique qu'on dirait aujourd'hui populiste, qui s'appelle Eliezer Gaïtan, qui va gagner l'élection, qui est un libéral, mais qui est un libéral plutôt à gauche du spectre libéral, qui en appelle à la racaille héroïque, pour lutter contre l'oligarchie. Donc on l'appellerait populiste. Il est assassiné à Bogota en 1948 et démarre une guerre civile qui dure depuis cette époque. Alors, le bilan, c'est pour ça que j'ai pris ma petite fiche. On a eu des accords de paix qui ont été signés avec la principale force d'opposition armée, les FARC, Forces armées révolutionnaires de Colombie, en 2016. Depuis ces accords de paix, a été créée une commission de la vérité. Et donc le bilan de la commission de la vérité qui a été rendu en juin 2022, dans un rapport rapport préliminaire de 896 pages, entre 1985 et 2018, il y a eu en Colombie 450 000, plus de 450 600 morts, 50 770 personnes enlevées, 121 768 disparus, 7 700 000 déplacés. C'est une tragédie. Si je mets 450 000 morts plus 121 000 disparus, ça fait déjà 570 000 morts. Mais entre 1948 et 1985, il y a déjà eu 200 000 morts. Donc on est presque à 1 million de morts en Colombie. Donc c'est une situation absolument désastreuse. Le rapport de la commission de la vérité nous indique aussi, et c'est important, on retrouve à peu près les mêmes proportions que dans d'autres conflits armés en Amérique latine, c'est que les victimes sont victimes à 27% des guérillas, à 12% des forces de l'ordre et à 45% des paramilitaires. Mais quand on connaît bien la Colombie, on sait que les forces de l'ordre, c'est-à-dire l'armée, la police et les paramilitaires, c'est la même chose. C'est-à-dire que la majorité, l'immense majorité des victimes, 57%, c'est en fait des victimes du terrorisme d'État. Et donc, on arrive à 2016, il y a un accord de paix, donc déjà ceux qui s'intéressent à la Colombie poussent un grand soupir de soulagement. Ce n'est qu'un début, parce qu'il y a d'autres guérillas, il y a toujours des paramilitaires, il y a toujours des narcotrafiquants, il y a une guérilla historique qui est l'armée de libération nationale qui est toujours en activité, mais on se dit, bon, voilà. Ça va apaiser un peu les choses. On a eu de 2002 à 2010 un président d'extrême droite qui s'appelle Álvaro Uribe, qui dérangeait beaucoup moins que Chavez ou que Nicolás Maduro, mais l'extrême droite, mais c'est pas grave. C'était un allié des États-Unis. Bien sûr. Et puis arrive au pouvoir en 2000, faut pas que je me plante, c'est 2000, l'avant-dernier président, c'est Iván Duque, qui est un président, qui est le fils spirituel de Álvaro Uribe, et dont la principale tâche à partir du moment où il arrive au pouvoir en 2018, c'est de détruire les accords de paix, les transformer en charpie. Il le dit. Bon. Et donc il sabote les accords de paix. Il sabote les accords de paix, de sorte que la situation que je viens de décrire, elle demeure aussi catastrophique. Il y a une partie des FARC qui repasse à la lutte armée, les autres groupes continuent leur travail, il y a évidemment un désastre économique et social, et on va le voir dans la mesure où on va avoir là un double soulèvement populaire en 2019 et 2021, qui lui aussi va être réprimé durement. J'ai des chiffres, des répressions, elles sont extrêmement dures, mais que pour la première fois effectivement, y compris en 2018 lors de l'élection de Duque, pour la première fois on a eu l'apparition d'une force de gauche conséquente. Conséquente pourquoi? Parce que évidemment l'ennemi principal avant 2016 c'était les FARC. Tout le monde a entendu parler, la narco-guérilla, qui est un terme extrêmement contestable et discutable, même si cette guérilla a été une des plus puissantes d'Amérique latine parce qu'elle s'est financée grâce à un impôt sur la coca, qui est la matière première de la fabrication de la cocaïne, et un impôt sur les trafiquants. Ça c'est pas ce qui n'en faisait pas un cartel de drogue. Bref, les FARC étaient l'ennemi principal. Alors évidemment, la gauche qu'on va appeler la gauche démocratique, dès lors qu'elle se présentait n'importe où, était considérée comme une alliée de la guérilla et donc était victime de la répression, y compris d'assassinats systématiques. Il y a en particulier en Colombie l'histoire tragique d'un parti qui s'appelle l'Union patriotique, qui a été fondé en 1984 par un président conservateur, à l'époque d'un président conservateur qui s'appelait Belisario Betancourt, qui avait négocié avec les FARC, leur avait dit, écoutez, on fait une trêve, vous participez à la création d'un parti politique de gauche et vous rentrez dans la vie démocratique.
Et effectivement, en 1984, on a vu des guérilleros, des dirigeants guérilleros, quitter la lutte armée, l'uniforme, la Kalachnikov, passer, créer un parti Union patriotique qui a eu des premiers résultats intéressants au niveau local. Et puis immédiatement s'est mis en branle la répression, puisque ce parti a eu 4500 morts, militants, sympathisants, dirigeants, dont un ou deux même, je crois, candidats à la présidentielle. Et que donc, en particulier, les guérilleros qui étaient sont repartis dans la montagne. Mais donc, bref, après les accords de paix avec les FARC, du coup, un parti de gauche peut apparaître sans être considéré comme le bras politique de la guérilla. Et donc, on va avoir le candidat Petro, qui vient de la gauche modérée, mais qui a été guérillero dans sa jeunesse, au sein d'une guérilla de classe moyenne, le M19, une guérilla plutôt urbaine, qui a déposé les armes en 90, qui a été à l'origine d'une modification de la Constitution. Et donc, Gustavo Petro monte en puissance, et lors de la dernière élection, il va l'emporter, mais évidemment dans des conditions très particulières. C'est que pour l'oligarchie colombienne, pour l'establishment, j'emploie pas establishment parce qu'il a été piqué par la famille Le Pen, donc je l'emploie en espagnol, l'establishment. Petro, c'est quand même l'ancien guérillero. Et donc, Gustavo Petro, à la tête d'un pacte historique, donc c'est une grande coalition de la gauche, de l'Union patriotique, du Parti communiste, de l'ancien parti des FARC qui ont constitué un petit parti, se rend compte qu'il peut pas l'emporter uniquement avec ça, donc il va falloir qu'il élargisse sa base. Alors il va commencer par aller négocier avant l'élection avec en particulier le Parti libéral, qui est un des deux grands partis traditionnels, Parti libéral, Parti conservateur. Donc il y a un parti du centre et de la droite. Donc un parti de droite. De droite, Parti libéral, c'est la droite. Mais avec dans sa base des gens plus centre-gauche. D'accord. Et donc il va voir le leader du Parti libéral, qui s'appelle César Gaviria, qui a été président de la République, qui est un néolibéral pur jus. Et il lui dit est-ce qu'on peut pour lutter contre l'extrême droite? Et Gaviria lui dit moi je veux bien, mais je veux le ministère de l'économie et le ministère de l'armée, des armées. Et Petro lui dit c'est ça, tu veux le fric et le plus important quoi. Tu veux le fric et les armes, et donc il l'envoie bouler. Et donc le Parti libéral n'appuie pas Petro au moment de la présidentielle, mais une partie de la base du Parti libéral fait dissidence. Et va appuyer Petro. D'accord. Il se trouve que Petro arrive en tête du premier tour, mais il n'est pas élu au premier tour, et qu'au deuxième tour, face à un candidat, qui était un candidat qui avait candidat de droite, qui avait éliminé l'extrême droite en fait, mais qui était un candidat complètement improbable, irréfléchi, un peu le grand n'importe quoi, le genre le clown qui apparaît dans les moments comme ça. D'accord. La droite classique décide de radier Petro. Okay. Et donc Petro est élu grâce au pacte historique, son parti, et avec le ralliement du Parti libéral, qui précédemment lui avait dit non, du Parti conservateur, qui est un parti de droite, du parti de ce qu'on appelle le Parti de la U, le Parti de l'Union des gens, qui est l'ancien parti du président Juan Manuel Santos et d'Alvaro Uribe. Et il se rallie à lui. Et malgré tout, il gagne qu'avec 50,4%. Voilà, il gagne avec relativement peu. Et donc on se rend. Alors lui, il est lucide. Je veux dire, il va chercher. J'ai récupéré une de ses déclarations. Il dit très clairement, avant de former son gouvernement, il dit écoutez, voilà, on a été ralliés par des gens. Il y a ceux qui nous rallient. On va avoir deux forces en présence. Il y a ceux qui nous ont ralliés pour de l'intérieur essayer de nous empêcher de mener des réformes. Il le dit, Et puis à côté de ça, il y a des forces populaires qui, elles, vont contrebalancer, et moi je vais me retrouver pris entre les deux. Et en fonction du rapport de force, on pourra réformer ou on ne pourra pas réformer. Et il dit, ce qui évidemment peut choquer à gauche pour les puristes, il dit, nous allons développer le capitalisme. Non que le système nous plaise, mais parce que nous devons sortir du féodalisme et entrer dans la modernité. Donc voilà la limite d'un pays comme la Colombie. Et effectivement, dans son premier gouvernement, on va avoir un cocktail à la fois de gens qui viennent du Parti libéral, donc de droite modérée, mais de droite, et puis de gens du pacte historique. Et la coalition, elle a déjà explosé. D'accord. À l'heure où nous parlons, elle a déjà explosé sur la réforme de la santé. D'accord.
L'idée de Gustavo Petro, c'est de sortir classiquement, alors là je rentre pas dans le détail, parce que ceux qui nous regardent, je suis persuadé, sont politisés, c'est de faire sortir la santé des mains du privé pour le remettre dans le domaine public, et là la coalition a explosé, de sorte que Petro, il y a maintenant 2 ou 3 semaines, a modifié son gouvernement, il l'a radicalisé avec des gens clairement de gauche, et que donc commence la confrontation avec les forces oligarchiques traditionnelles. Et que si je reviens à notre point de départ, quand je parlais de la réunion qui a eu lieu à Brasilia, avec organisée par Lula pour relancer l'UNASUR, Petro fait partie des présidents, on peut les nommer, hein, c'est Lula, c'est Luis Arce, le président bolivien, c'est Nicolas Maduro, le vénézuélien, c'est Alberto Fernandez, l'argentin, qui veulent relancer l'UNASUR, c'est-à-dire l'intégration latino-américaine. Hein, il fait partie du bloc de ceux qu'on peut considérer à juste titre comme des gens qui ont l'intention de changer les choses, de mener des réformes, dans la mesure du possible. D'accord. Il a aussi dit qu'il voulait rétablir les relations avec le Venezuela pendant sa campagne. Alors ça a été fait. Alors ça, c'est évidemment, ça a été là aussi. Il est en train de s'attirer la méfiance de l'axe euro-atlantique, de nos médias, etc. Parce que il sort Nicolas Maduro de l'ostracisme dans lequel on l'avait jeté. Mais alors, évidemment, pour la Colombie, c'est encore pire. C'est vrai que Bolsonaro était un ennemi féroce du Venezuela de Nicolas Maduro, mais avec une frontière entre le Brésil et le Venezuela, mais la Colombie, elle, a directement participé à la tentative de renversement de Nicolas Maduro. Ils ont 2300 km de frontières communes, et par exemple, si on prend l'opération Gédéon, qui est l'opération mercenaire, qui là, faut pas que je me plante, 2019-2020, en mai 2020, on a vu un groupe mercenaire emmené par deux Américains, 2 États-Uniens, rentrer au Venezuela pour arrêter, capturer ou éliminer Nicolas Maduro. Et c'est une opération qui a fait l'objet d'un contrat entre le président autoproclamé Juan Guaido et le chef des mercenaires Jordan Goudreau qui vit à Miami aux États-Unis, 212 millions de dollars pour arrêter, capturer ou éliminer. C'est un contrat mafieux dont nos médias, sur lequel les médias ont fait le silence absolument total. Bon, c'est le cas de Colombie que ça part. Et avec la participation effective de Ivan Duque, le président colombien. Donc effectivement, le rétablissement des relations entre le Venezuela et la Colombie est absolument capital, et c'est un changement phénoménal. C'est-à-dire qu'on a 2 présidents qui maintenant vont collaborer, et par exemple, en ce moment, dans le cadre de la commission de la vérité en Colombie, il y a un paramilitaire qui est en train de témoigner, qui a été alors... C'est long, je suis capable de tenir des heures comme ça parce que j'ai l'esprit d'escalier. Si on repart sur la Colombie, il faut rappeler, le paramilitarisme a été absolument féroce. Bon. Le paramilitarisme, il n'a pas lutté fondamentalement contre les guérillas. Il a lutté contre les bases réelles ou supposées de la guérilla. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont assassiné la société civile, les dirigeants sociaux, les dirigeants syndicaux, les dirigeants paysans. C'est les civils qu'on tente. Ils n'ont pas été se battre contre la guérilla. C'était les alliés du président Alvaro Uribe. Il y avait des liens extrêmement étroits entre le narco-paramilitarisme et Alvaro Uribe. En 2015, Alvaro Uribe signe un accord de paix avec les paramilitaires. C'est un truc déjà extraordinaire parce qu'il n'a jamais été en guerre avec eux. Mais il a une trouille énorme, c'est qu'il commence à parler et à révéler. Et donc, il les expédie aux États-Unis, qui les demandait en extradition pour narcotrafic. Il les expédie aux États-Unis en disant ça, je suis peinard, ils vont pas parler. Et moi, sauf qu'aujourd'hui, avec la commission de la vérité, depuis leur prison des États-Unis, les narco-paramilitaires de l'époque parlent. Et il y en a un, Salvatore Mancuso, qui il y a une dizaine de jours a révélé que, alors ce qu'on savait déjà, parce que les spécialistes, je me considère comme un spécialiste modestement, mais bon, j'en suis un, on savait, mais il révèle qu'effectivement ce qu'on a dénoncé, ce qui m'a fait passer pour un gauchiste, que les narco-paramilitaires avaient construit des fours pour éliminer les corps des opposants. Et il vient de révéler qu'ils ont enterré environ 200 corps d'opposants colombiens en territoire vénézuélien. Et donc là, les retrouvailles entre Gustavo Petro et Nicolas Maduro font qu'on va aller rechercher les corps des victimes des paramilitaires en territoire vénézuélien.
Évidemment, la principale conséquence, c'est que toute l'histoire qui a été montée sur le président autoproclamé Juan Guaidó ne tient plus debout. Hein, parce qu'il avait été reconnu par le Brésil de Bolsonaro, par la Colombie d'Iván Duque, tous regroupés au sein de ce qu'on appelle le groupe de Lima, parce que les États-Unis ne voulaient pas apparaître en première ligne. Et donc ils demandaient aux pays latino-américains de droite, de mener la bataille d'une manière publique, visible, contre le Venezuela de Nicolas Maduro. Alors tout ça a pété, un groupe de Lima, il n'existe plus. Et donc là, on rentre dans une normalité, mais qui évidemment va beaucoup déplaire à Washington. Si on continue donc sur ces pays où la gauche a gagné, mais dans des conditions difficiles, donc on a le Chili, le Brésil, la Colombie, on en a parlé. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du Honduras? Le Honduras, on est un petit peu dans la même histoire. Alors on a Xiomara Castro, donc qui est présidente depuis janvier 2022. Ouais. Son mari, lui, il avait été élu président en 2006, et en 2009, il est victime d'un coup d'État. Par coordonné par l'armée, le patronat, le Parti national, les catholiques et Washington. Voilà. Et donc elle gagne en janvier 2022, et donc elle a été accusée pendant la campagne de communisme et de sympathie pour le Venezuela et Cuba. Ouais, oui, évidemment. Alors comment ça se passe aujourd'hui? Ce qui est pas faux d'ailleurs, parce qu'il faut rappeler que Manuel Zelaya, alors c'est pareil qu'un Manuel Zelaya, c'était pas un gauchiste. Hein, quand il est élu, il vient du parti libéral. Il y a aussi un parti libéral au Honduras. Et il vient du parti libéral. Il appartient à l'aile gauche du parti libéral. Et arrivant au pouvoir, il se rend compte que s'il veut mener des réformes, il faut réformer la Constitution. Et puis qu'il lui faut des alliés, et donc il se rapproche du Venezuela de Chavez. Et il devient membre de l'Alliance bolivarienne pour les peuples de notre Amérique, l'ALBA. Et là, évidemment, on lui tombe dessus. Washington. On est en pleine Amérique centrale. Les États-Unis ont au Honduras leur plus importante base en Amérique centrale, une base militaire aérienne de Sotocano. Depuis les années 80 et les guerres civiles en Amérique centrale, Zelaya il remet en cause l'industrie pharmaceutique en achetant des médicaments génériques à Cuba. Il remet en cause l'industrie pétrolière en achetant du pétrole bon marché au Venezuela. Ça devient l'ennemi. Il prétend faire élire une assemblée constituante. Il est renversé. Bon. Xiomara Castro et son épouse. Donc on va avoir 16 ans, 15 ans, de gouvernement mafieux. Alors voilà, ça c'est le point intéressant de l'histoire. Zelaya est renversé, on a un premier président qui s'appelle Porfirio Lobo, on en a un deuxième qui s'appelle Juan Orlando Hernandez. Si on prend aujourd'hui Juan Orlando Hernandez, depuis qu'il a perdu le pouvoir, il est en prison aux États-Unis, accusé de narcotrafic. Il a été extradé par Xiomara Castro. Le fils de Porfirio Lobo est aux États-Unis pour narcotrafic. Certain nombre d'agences. Bon, mais pendant toute la durée de leur mandat, ils ont été appuyés par les États-Unis. Les États-Unis s'en débarrassent une fois qu'ils ne servent plus. Bon. Donc Xiomara Castro a été élue donc pour la gauche, le Parti Libre, Liberté et Refondation. Mais de la même manière, elle n'a pas pu arriver toute seule au pouvoir. Le Libre n'est pas assez fort. Le Libre est le parti dominant, le parti le plus important, mais il n'a pas la majorité totale. Donc elle a passé une alliance avec un personnage qui s'appelle Salvador Nasrallah, qu'on connaît au Honduras, qui vient alors qu'il est un ancien, ça devient assez fréquent, un ancien animateur de télé. Il commentait le football, qui a créé un parti anticorruption, qui s'est allié une première fois avec Xiomara Castro quand ils ont perdu l'élection la fois précédente, qui est un individu assez erratique, plutôt opportuniste, mais en même temps il a permis l'élection. Sauf qu'ils sont déjà fâchés, parce que la première mesure de Xiomara Castro, qu'elle a annoncé, première mesure importante, c'est de dire on va rompre avec Taïwan et on va établir des relations diplomatiques avec la Chine. Et là, Nasrallah a dit, enfin, on n'a aucune raison de passer des accords avec la Chine, donc il y a déjà une rupture, et donc Xiomara Castro n'a pas la majorité au Congrès, et donc ça devient pour elle également assez difficile. Voilà, ils sont tous sur le fil du rasoir.
Mais en même temps, là encore, alors le Honduras, ça a été une catastrophe, gouverné par une mafia, faut le dire, et sur le plan social, une catastrophe absolument totale, à tel point que le pays s'est vidé de ses forces vives à travers le phénomène de la migration. Il passe par le Mexique Il passe par le Mexique. Ce qui pose un problème au Mexique, entre parenthèses, dont on n'est pas trop conscient, c'est que le Mexique se retrouve coincé entre l'Amérique centrale et puis les États-Unis, et que comme les États-Unis refusent de laisser entrer les réfugiés, il reste au Mexique. Il reste au Mexique. Or, le Mexique n'est pas un pays riche. Enfin, je veux dire, c'est pas un pays, en tout cas, développé. Quoi. Donc, il est coincé entre le marteau et l'enclume, j'allais dire. Le cas du Mexique, c'est pareil. Alors, au Mexique, Andrés Manuel López Obrador, considéré par beaucoup comme un populiste, hein, c'est le terme classique. Alors c'est un type aussi assez courageux, enfin c'est même un type courageux. Il mène alors je rentre pas dans le détail des programmes sociaux parce qu'on n'en finirait plus, hein, si on prend Donc il a été élu en 2018. Ouais. Si on prend l'ensemble des pays d'Amérique latine, là ça serait interminable. Alors tous, je précise d'ailleurs parce que là manifestement je présente une image très positive. Ils ont tous aussi le revers de la médaille. Ils font des erreurs, tout n'est pas parfait. Hein. Bien sûr. Mais par rapport, si on prend Andrés Manuel López Obrador, qu'on surnomme AMLO, par rapport à ses prédécesseurs Enrique Calderón ou Peña Nieto du Parti révolutionnaire, la droite conservatrice, de la droite, on a un progrès considérable. Sauf que, alors lui, il est limité parce qu'il est frontalier avec les États-Unis. Hein. Donc à la fois, il a un discours très très clair sur, il passe son temps à dénoncer l'ingérence de Washington. Il passe son temps, alors il est drôle d'ailleurs, parce qu'il dit mais Biden est un type très sympa, il est un type bien, il se rend pas compte, mais quand même là il y a l'État profond qui est en train là il vient de dénoncer le fait que l'USAID, hein, qui est l'organisme de coopération des États-Unis, qui passe son temps à financer les oppositions à la gauche, finance l'opposition mexicaine, donc il est en train de faire un scandale en disant l'USAID n'a pas à financer l'opposition mexicaine. Mais en même temps, alors ça encore, là j'ai pas les chiffres en tête, mais je crois que c'est 90% des échanges commerciaux se font avec les États-Unis. Donc il peut pas rompre. Hein. Donc il est obligé de mener... Il nous voyait un petit peu. Hein, il nous voit, donc il est très clairement à gauche, et en même temps il n'a pas une marge de manœuvre phénoménale. Alors sur le plan international, donc j'ai vu qu'il avait retiré le Mexique du groupe de Lima. Oui. Il a quand même accordé l'asile politique, enfin proposé l'asile politique à Evo Morales et à Julian Assange. Oui, bien sûr, oui. Et en septembre 2021, il propose de remplacer l'Organisation des États américains par un organisme vraiment autonome de Washington. Voilà. Donc il y a quand même une défiance très forte vis-à-vis des États-Unis. Ah mais oui, non mais alors on pourrait dire il a un double discours. Hein. Mais un double discours obligé. Mais dans les faits, c'est compliqué de se défaire de l'emprise américaine. Il ne peut pas se permettre de rompre avec les États-Unis. C'est pareil pour Petro en Colombie. Petro en Colombie, on l'a pas suffisamment noté. Il y a 7 bases militaires en Colombie qui sont utilisées par les États-Unis. On pourrait rêver en disant c'est un gouvernement de gauche, un président de gauche, il dit Yankee fuera, hein, Yankee les mierda, comme disait Chavez. Bon, Chavez c'était un animal particulier. C'est plus compliqué que ça. Petro, il arrive au pouvoir dans un pays, il est pas d'accord avec ça, qui est partenaire global de l'OTAN. Pas lui qui a demandé. Il peut alors un Chavez dirait OTAN fuera. Petro, qui est peut-être plus rond que n'était Chavez, jusqu'à présent, et c'est difficile hein, de dire l'OTAN, on n'en veut plus. Alors surtout en ce moment, en plus. Hein, en ce moment, avec la crise en Ukraine. Et là peut-être qu'on en parlera après, mais on est aussi sur un autre aspect de l'arrivée de ces gauches au pouvoir, c'est qu'aucune n'a approuvé l'invasion de l'Ukraine par la Russie, mais aucune n'a condamné explicitement la Russie, aucune n'accepte d'appliquer des sanctions à la Russie, et tous, que ce soit Andrés Manuel López Obrador, que ce soit Gustavo Petro, alors je parle pas de Maduro, je parle pas de Cuba, ou du Nicaragua, mettent en cause quand même aussi le rôle de l'OTAN. Oui, ils voient bien le rôle de l'OTAN, ils sont dans une logique plutôt multipolaire. Voilà, tout à fait. Et donc là, évidemment, c'est pareil, on est face à des gauches latino-américaines qui sont dans le collimateur aussi bien de Washington que de Bruxelles, et que de nos pays et de nos médias.
hein, qui ont viré euro-atlantistes à mort. Hein. Il n'y a plus aucune voie dissidente. Il n'y a plus aucune réflexion, il n'y a plus aucune distance, il n'y a plus aucune retenue sur le conflit Russie. Enfin, c'est même pas Russie-Ukraine, c'est autant Russie sur le territoire ukrainien. Par Ukraine interposée. Alors, je souhaiterais évoquer un petit peu le Pérou aussi, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses récemment. Donc, on a un président Castillo qui est élu en juillet 2021. Donc qui est pas vraiment de gauche, qui vient plutôt d'un milieu indigène, plutôt populaire, donc dont les secteurs populaires, les syndicalistes plaçaient beaucoup d'espoir. Et en fait, il a pas pu vraiment gouverner depuis qu'il a été élu. Et là, récemment, il a subi un coup d'État institutionnel, un peu comme Dilma Rousseff en son temps. Et donc depuis décembre 2022, la droite a repris le pouvoir. Alors ouais, c'est une histoire mais qui montre bien la difficulté. Pedro Castillo. C'est comme Boric, un ancien syndicaliste, mais alors que Boric au Chili était syndicaliste étudiant, Castillo a été syndicaliste enseignant. Ça sort du monde de l'enseignant. Et il a mené en 2000, faut pas que je me plante, mais je crois que c'est 2011, mais c'est à vérifier, des grèves d'enseignants extrêmement puissantes. Donc il s'est fait repérer. Ouais. Pedro Castillo, il n'a pas de parti. Or au Pérou, on peut pas se présenter comme ça en disant, voilà, j'arrive. Et donc, il se fait prêter un parti qui s'appelle Pérou Libre, qui est un parti théoriquement, hein, voilà, on va mettre des guillemets, marxiste-léniniste. Hein, c'est-à-dire des durs de durs, mais dont le président, Cedron, j'ai oublié son prénom, ne peut pas se présenter parce qu'il est poursuivi, je ne sais pas si c'est juste ou pas, pour corruption. Voilà. Donc, on prête le parti à Pedro Castillo. Il se trouve qu'au Pérou, il arrive premier. Au premier tour. D'accord. Et la deuxième, c'est Keiko Fujimori. Et là, on est dans l'histoire de l'ancien dictateur. La fille de l'ancien dictateur, qui est pas une dictatrice, puisqu'elle n'a jamais été au pouvoir, mais qui est une ultra-libérale, quand même, assez dangereuse. C'est pas l'extrême droite, mais c'est la droite bien la droite. Et elle était elle-même poursuivie pour corruption. Elle est poursuivie pour corruption, et donc, Pedro Castillo va être élu avec 51% des voix. Et là où, assez naïvement, le premier réflexe qu'on a, c'est de dire la gauche l'a emporté au Pérou. Non. Pedro Castillo, il n'est pas élu sur son programme. Il y avait un programme plutôt de gauche. Il est élu par refus de Keiko Fujimori. Mais donc, plus de la moitié des gens qui ont voté pour Castillo n'ont pas voté pour lui. Ils ont voté contre Keiko Fujimori. De sorte que lorsqu'il arrive en disant voilà, on va mettre en route un programme de gauche, ces gens-là se détournent de lui. Au Parlement, il n'a pas la majorité. Le parti marxiste-léniniste, supposément marxiste-léniniste, finit par le lâcher. Sa vice-présidente, Dina Boluarte, qui était théoriquement marxiste-léniniste, se retourne contre lui, et donc il est renversé effectivement dans des conditions. Alors il fait une, on peut parler, il fait une connerie. Hein, il est poussé à la faute. Hein. C'est-à-dire que pendant toute la partie de son mandat qu'il réussit à effectuer, il va être poursuivi sous les motifs les plus divers, incapacité mentale, incapacité morale, trahison de la patrie, enfin tout et n'importe quoi, vraiment tout et n'importe quoi. Et donc à la fin, à un moment où il est encore menacé de destitution, il va dissoudre le Congrès. Il va vouloir dissoudre le Congrès. Sauf qu'il ne peut le faire selon la Constitution que si 2 motions de censure ont été refusées. Ça là, je rentre, c'est un peu compliqué, hein, je vais pas m'étendre. Il se trouve qu'il n'y en a eu qu'une, parce que la deuxième motion de censure, le Parlement a refusé de l'examiner, de sorte de dire non, il n'y en a pas eu 2. Et donc, il est accusé d'avoir violé la Constitution et on le renverse. Enfin, tout ça est bidon. Bon, il est emprisonné immédiatement. Hein. Et c'est la droite, effectivement, qui prend le pouvoir. Et c'est Dina Boluarte qui, alors avec une répression qui a fait déjà 60 morts. Donc, Dina Boluarte qui naît du même parti que Castillo, et qui en fait a été sa vice-présidente, qui le trahit. Manifestement, elle avait pris langue auparavant avec l'opposition, et donc c'est maintenant la droite dure qui gouverne. Mais il y aura un avant et un après. Hein. C'est-à-dire qu'il y a eu une révolte populaire qui a duré quand même pendant pas mal de temps, qui en ce moment s'est calmée, mais pour le coup sur le fait de témoignages d'amis que j'ai là-bas, en particulier quelqu'un que vous connaissez peut-être, Romain Migus, hein, qui est un journaliste qui est actuellement au Pérou. Le Pérou profond, ça travaille.
Il y a une très forte répression, il y a eu une très plusieurs forte dizaines de répression, morts cette et année, il y a l'année des régions dernière. entières, de l'altiplano, des plateaux andins, dans lesquels on va pas pouvoir revenir au statu quo, donc on sait pas encore quelle forme tout ça va prendre, mais la droite l'a emporté là, avec une menace d'arrivée de le pouvoir de l'extrême droite lors de la prochaine élection, en particulier celui qui a été élu maire de Lima. Mais voilà, on sait pas. Sauf que, il faut dire, la gauche au Pérou, elle a été éliminée. Hein, purement et simplement, comme l'avait été Zelaya, comme l'a été Dilma Rousseff, comme on a tenté de le faire avec Nicolas Maduro, hein. Comme on a tenté de le faire aussi au Nicaragua en 2018. Nicaragua, c'est le pays sur lequel il y a la controverse la plus importante au sein de la gauche, enfin de ce qui reste de la gauche chez nous. Hein. Alors Nicaragua, on reviendra peut-être après, quand on parlera des pays de l'ALBA. Il y a un autre pays où il y a eu une forme de trahison d'un président qui était du même parti que l'ancien président, c'est en Équateur. Ouais. On avait Correa, donc il y a eu une politique progressiste entre 2007 et 2017. Et en 2017, il y a élu Lénine Moreno, donc qui était du même parti et qui en fait a complètement trahi, s'est aligné sur les États-Unis. Alors ça c'est un peu intéressant parce que dans la difficulté qu'on évoquait, qu'on a évoqué là en filigrane, c'est que ces alliances qui sont nécessaires pour arriver au pouvoir, c'est-à-dire pour arriver à la présidence. C'est-à-dire qu'en fait voilà l'idée, c'est que on arrive à la présidence, on n'arrive pas forcément au pouvoir. Alors déjà c'est une première étape. Voilà, oui, c'est une première étape. Hein. Mais que donc du fait de ces alliances, on a un certain nombre de présidents qui vont avoir un vice-président qui n'est pas de leur parti. Si on prend le cas de Brésil, Lula, il réussit à se faire élire parce qu'il a comme vice-président un type qui s'appelle Geraldo Alckmin, qui vient du Parti de la social-démocratie brésilienne, qui a été son adversaire depuis toujours. Hein, qui a soutenu le coup d'État contre Dilma Rousseff, qui a appuyé dans un premier temps Bolsonaro. C'est son vice-président. Le Manuel Zelaya, quand il est renversé en 2009 au Honduras, c'est son vice-président qui le renverse, Micheletti. Fernando Lugo au Paraguay, l'évêque des pauvres qui est élu président, lorsqu'il est renversé en 2014, à vérifier, oui, en 2014, il est renversé par son vice-président, Francisco Franco. Et donc voilà, on se retrouve dans des configurations dans lesquelles effectivement, alors le cas qu'on évoque là, le cas de l'Équateur, c'est le cas le plus extravagant, d'une certaine manière. Effectivement, Rafael Correa, qui est extrêmement populaire à l'époque, qui a mené une transformation sociale de l'Équateur extrêmement vigoureuse, forte, mais qui donc a été un président clivant, décide de ne pas se représenter, alors qu'il pourrait le faire, pour plusieurs raisons. Un, il veut pas donner l'impression de s'accrocher au pouvoir. Deux, il a une épouse belge, et manifestement, il lui a promis de rentrer un peu au pays après 2 mandats, quand même, ont été un peu fatigants, donc il se représente pas. Et donc, il va choisir son vice-président, qui se fait élire, sur le programme de la Révolution citoyenne, et puis qui trahit. Qui trahit immédiatement. Alors là, l'histoire reste à écrire. Hein. Personne ne sait trop comment ça s'est passé cette affaire. Il a trahi et donc il a repris non seulement une politique néolibérale, mais il a également mis en œuvre ce qu'on appelle le lawfare, hein, que j'ai évoqué avec Dilma Rousseff, c'est-à-dire l'utilisation de la loi. Rafael Correa, qui n'a pas fui l'Équateur, mais depuis il a été condamné à 8 ans de prison et à l'inéligibilité permanente. Hein, donc on a éliminé le vice-président, un autre ancien vice-président de Rafael Correa, Jorge Glass, pour les mêmes raisons. Et Lénine Moreno a été le fer de lance du retour du néolibéralisme avant l'actuel président Guillermo Lasso, qui était en voie de destitution par le Parlement et qui vient de dissoudre le Parlement dans le cadre d'une procédure constitutionnelle qu'on appelle la mort croisée. C'est-à-dire que pour ne pas être destitué pour corruption, que c'était ce dont il était accusé, et dont il est vraisemblablement coupable, il dissout l'Assemblée nationale, et on va réélire une Assemblée et un président le 20 octobre prochain. D'accord. Le 20 août. Non, ou le 20 août. Bon, à voir, à vérifier. Hein. Et donc, je crois qu'il y a eu pas mal de manifestations en Équateur l'année dernière ou cette année. Ah bah ça a été, oui, c'est 2019. 2019, les manifestations contre Lénine Moreno.
politique néolibérale pure et dure, hein, et y compris donc alliance avec Washington. Hein, il aurait négocié un prêt du FMI contre la livraison d'Assange. Il me semble, oui, peut-être. Oui, enfin, c'est entendu ça. Effectivement, il a livré Assange. Là, Rafael Correa avait accordé la nationalité équatorienne à Assange. Il était réfugié dans l'ambassade équatorienne à Londres et Lenin Moreno l'a livré, hein, purement et simplement. Okay.